Israël, depuis maintenant 5 mois, de façon consécutive, est en excédent budgétaire. Si on regarde sur 12 mois, Israël, maintenant, est à l'équilibre budgétaire. L'OCDE, d'ailleurs, remarque dans son actualisation de ses prévisions que Israël est un des 3 pays au monde qui tire son épingle du jeu. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on va commencer par un vent de panique qui souffle sur les marchés financiers internationaux. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, tout à fait. Depuis le début de l'année, par exemple, les bourses américaines qui donnent la tendance dans le monde entier, qui sont très très importantes, bien entendu, pour tout le monde de la finance, ont baissé jusqu'à 30% en quelques mois. C'est une vraie douche froide. C'est surtout d'ailleurs la bourse du Nasdaq où là-bas les entreprises de haute technologie sont cotées et ça peut inquiéter, bien entendu. C'est dû. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir aux fondamentaux, pour expliquer les raisons et peut-être ce qui nous permettra de voir où elle en est. D'abord, il y a eu après la sortie du Covid, une demande très importante de la part de différentes économies, bien entendu la Chine, mais également l'Europe, les États-Unis, toutes les économies développées ont recommencé à revenir à un rythme beaucoup plus normal de l'activité. Et il n'y a pas eu d'offres suffisantes dans beaucoup de matières premières, dans beaucoup de marchandises, pour permettre à cette demande de ne pas provoquer de l'inflation. Et donc, ça a été la première chose. Une deuxième chose qui a aggravé ce problème, c'est bien entendu la guerre qu'a menée Poutine face à l'Ukraine, qui a perturbé et perturbe encore le convoi des marchandises. Et surtout, ces 2 pays-là sont très importants au niveau mondial pour les produits agricoles, pour le blé. On le sait aussi en Israël, l'Ukraine est un partenaire très très important pour Israël au point de vue économique dans les 2 sens, et également dans le monde entier, et la Russie, bien entendu, qui est un grand pays économique. Tout cela a encore plus accentué les pressions inflationnistes. Et alors, le premier sujet qui a été donné par les consommateurs dans le monde entier, c'est le pouvoir d'achat. Et les banques centrales, au début, ont pensé que l'inflation ne serait que quelque chose qui serait ponctuel, que ça passerait lorsque l'économie, de nouveau, retrouverait ses mécanismes habituels. Or, ils se rendent compte de plus en plus qu'il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus structurel. On est aux États-Unis, on n'arrive pas à baisser d'un rythme de presque du 10% par an, ce qui nous revient 40 ans en arrière. En Europe, il y a des pays qui sont à 20% d'inflation. L'Allemagne, qui est un pays qui était connu pour ne pas avoir beaucoup d'inflation, est autour de 8%. Et nous reviendrons peut-être à la fin pour Israël, qui a des bien meilleurs chiffres pour pour tout cela, mais en tout cas pour tous les pays. Et donc, les banques centrales ont commencé à mener une politique très agressive de augmentation des taux d'intérêt. C'est fini, en fait, 10 années à peu près d'argent facile où il y avait même ce qu'on appelait des taux d'intérêt négatifs et qui faisait que, effectivement, les marchés financiers, également l'immobilier, atteignaient des prix qui étaient extravagants. Et c'est une douche froide, ces 30% qui ont baissé. C'est un peu moins peut-être en Europe, mais c'est aussi en Israël, par exemple, on pense les principaux indices aussi ont baissé autour de 10% à la bourse, et même les obligations d'État qui étaient considérées comme quelque chose de sûr ont baissé de près de 10% en quelques mois, et les épargnants qui s'appellent solides, qui sont souvent investis là-dedans, s'inquiètent. Ce que je voudrais dire, la chose suivante, pour conclure sur ce point. D'abord, premièrement, on ne sait jamais où est le plancher. Je ne peux pas vous dire quand ça va s'arrêter. Oui. Mais
ce qui est important de dire, c'est que il faut surtout pas agir par panique. Ça veut dire ne pas trop regarder en ce moment l'état du portefeuille, parce que ceux qui prennent maintenant des décisions de vendre lorsqu'ils ont perdu, souvent ce seront les mêmes qui rachèteront quand ça sera très cher ou qui rachèteront jamais. Et il faut raison garder. Ça, c'est une chose. Un dernier point que je voudrais à ce niveau-là ajouter, c'est par rapport à l'euro, parce que nous avons beaucoup de Olim et de gens qui ont encore beaucoup d'euros sur eux. C'est vrai. Parce qu'il y a eu en particulier la baisse sur les bourses américaines, le shekel est beaucoup plus chahuté que l'année dernière, et on a un dollar qui était presque à 3 shekels 50, et l'euro est revenu au-dessus de 3,60. Je voudrais signer. Moi, je crois aux fondamentaux de l'économie. Nous avons d'ailleurs des élections dimanche prochain, la fin des élections législatives en France. Il y a un très grand mécontentement social, ça c'est clair, qui s'est donné, mais la situation économique et financière de l'Europe et de la France en particulier est très problématique. Par exemple, en Israël, il n'y a pas, on en parlera, de déficit budgétaire. En France, il y a un déficit budgétaire de 6%. Et donc, c'est moi ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup d'économistes qui pensent qu'il y aura une crise de l'euro parce que même les États auront maintenant du mal à emprunter sur les marchés financiers. L'Italie, par exemple, doit payer maintenant 4% pour emprunter. La France, 2%, alors qu'il y a quelques mois, c'était moins quelque chose. Et donc, ça, c'est un problème de fond sur l'euro. Alors, justement, vous le disiez à l'instant, Israël se retrouve aujourd'hui en équilibre budgétaire pour la première fois depuis 2008. Et alors, expliquez-nous comment. Et c'est pas seulement ça, c'est que il y a 5 mois consécutifs où Israël est en excédent budgétaire. Et on est à plus de... Qu'est-ce que ça veut dire en excédent pour les profanes? Ça veut dire que l'État, chaque mois, a plus de recettes que de dépenses. Et, par exemple, sur cette période-là, je voudrais dire par rapport, si on compare 5 premiers mois 2022 par rapport à 2021, plus 25% de recettes, moins 13% de dépenses. Et donc, c'est clair, il y a d'abord les dépenses, vous me demandez toujours, c'est souvent le Covid, les dépenses pour aider les gens au niveau du Covid ont pratiquement n'existent plus. Mais les recettes de l'État, l'activité économique en Israël est très forte dans tous les secteurs et les recettes de l'État, que ce soit des impôts directs ou indirects, ne font qu'augmenter. Et ça fait que ça y est, c'est la première fois, pratiquement on est à zéro. Alors, ça veut dire un équilibre budgétaire, c'est-à-dire entre quoi et quoi? Entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État. Maintenant, il y en a qui disent, et vous me le dites souvent d'ailleurs, alors pourquoi l'État ne dépense pas plus pour ne redistribue pas. Ou ne redistribue pas, ou bien pourrait dépenser de l'argent pour baisser les impôts, par exemple, ça baisserait sur, le poids direct baisserait sur le coût de l'achat. En Israël, c'est vrai qu'on est que autour de 4% d'inflation, mais quand même, il y en a qui disent pourquoi ne pas plus redistribuer. Il y en a qui disent que c'est pas obligatoirement bien, point de vue de l'État, de vouloir qu'il y ait un excédent budgétaire quand on est dans une situation dans laquelle on est actuellement. Alors, attendez, une précision, c'est équilibre budgétaire ou excédent budgétaire? On est maintenant l'équilibre budgétaire. Encore une fois, sur un an, parce que qu'est-ce qui se passe? Sur ce mois-là, on est encore en excédent. On a eu 33 milliards de shekels en plus de recettes que de dépenses. Je parle sur un an, on est maintenant de nouveau on a de nouveau plus à peu près de recettes égales aux dépenses de l'État. Ok, donc ça, c'est considéré comme une excellente donnée, en fait. Oui, et d'ailleurs, l'OCDE, je voudrais dire à ce sujet-là, a réactualisé ses prévisions pour 2022 et 2023 pour Israël et pour l'ensemble des pays. Et encore une fois, comme elle l'a fait il y a quelques mois, elle dit pratiquement Israël est un des 3 seuls pays qui tire son épingle du jeu avec une inflation assez modérée. Elle voit même Israël revenir l'année prochaine autour des 3%, qui est l'objectif du gouvernement. Et une croissance cette année en Israël, elle la voit 5%, un peu moins fort, 1% moins de l'année dernière, alors que pour l'ensemble des pays, elle a baissé ses prévisions de 1%. Donc elle dit que Israël, pour elle, continue sur un bon chemin, ce qui n'est pas le cas des autres pays, comme nous l'avons dit dans la première partie.
une dernière chose à ce sujet-là, je voudrais dire, parce que ça rejoint un peu le côté politique, on devrait être maintenant, j'aurais dû faire un titre aujourd'hui sur le budget, le ministère des Finances a déposé devant le gouvernement le projet du budget. C'était ça qui avait été prévu. Maintenant, le ministre des Finances, Lieberman, voyant les problèmes politiques de la coalition, a décidé pour l'instant de ne pas faire du tout de budget. C'est-à-dire, il est clair qu'un budget ne passera pas. Ça va être report. On ne sait pas encore comment, mais apparemment, il n'y aura pas de budget 2023 qui sera voté. Et le ministère des Finances commence à prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de problème en 2023. Comment on fait? D'abord, il commence à faire qu'il y ait des dépenses. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de budget voté, on est obligé de prendre le budget précédent et de faire 1/12. Alors, pour éviter justement que l'activité économique soit trop pénalisée en 2023, il commence à s'organiser, que certaines dépenses seraient déjà faites en 2022 pour qu'on dise là-dessus, ça sera 1/12. Et également, il joue sur les réserves pour tout ça, pour se préparer. D'accord. Bon, ça, on a compris. On a compris qu'il y avait des problèmes politiques qui ont des répercussions sur l'économie. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la réforme de l'information qui devrait permettre d'augmenter la concurrence sur les prêts. Quels prêts? Voilà. Il y a eu, il y a quelques années, dans le gouvernement précédent, la réforme Strauss, on appelait ça. Elle voulait faire la chose suivante. Faire que les prix du crédit en Israël, qui sont beaucoup plus onéreux que dans la plupart des pays comparables, baissent. Il y a un écart qui n'est pas normal, qui est entre le taux qu'un épargnant va recevoir sur son dépôt à la banque. Vous savez, la seule chose qui est la plus sûre en Israël, c'est les dépôts à la banque rémunérés. Combien on a en ce moment? Même après les augmentations de la Banque d'Israël, ils n'ont pas tellement augmenté, c'est maximum 1% par an. Par contre, les emprunts, c'est souvent 5% en moyenne. C'est souvent, moi je vois des Olim et autres, souvent on leur demande même 10%, voire plus. Donc c'est un écart qui est considérable et qui est insupportable. Il y avait eu un essai de la part du gouvernement de faire une réforme, justement pour permettre une concurrence du secteur bancaire au niveau de l'obtention des prêts, en le faisant par les cartes de crédit. En ouvrant beaucoup plus les cartes de crédit, en disant, vous pourrez beaucoup plus prêter aux gens et les banques moins. Et ça n'a pas marché, puisque ils ont un tout petit peu seulement augmenté leur part. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils sont beaucoup moins onéreux que ce que les banques demandent. Et en fait, c'est resté sur les banques. Et donc, ça n'a pas réussi. Alors, il y a maintenant une autre tentative qui a été faite. Et donc, on est aujourd'hui, la première réforme, ça a été voté il y a quelques mois. Et on est aujourd'hui la première étape. Il s'agit de quoi? Peut-être d'ailleurs, certains d'entre vous ont reçu des lettres à la maison en disant la chose suivante. Les banques... on voit des lettres en disant, voilà, il y a la possibilité maintenant que ce que vous avez dans votre compte en banque, que ce que vous devez, que plus tard d'ailleurs ça sera votre portefeuille, votre portefeuille immobilier, vous avez une possibilité, si vous voulez, de le donner cette information à des organismes, à des sociétés qui s'appellent FinTech, donc qui travaillent dans la technologie de la finance, qui eux-mêmes le feront gratuitement ou pas, diffuseront ces informations aux entreprises qui donnent du crédit, parce que plus les entreprises qui ont le crédit auront des informations sur l'emprunteur que les banques souvent eux n'ont pas, ça leur permettrait peut-être de donner des crédits moins chers. Alors, ces entreprises qui font ça sont des entreprises qui ont reçu l'accord de la Reshut נייarot Aretz, c'est-à-dire ce qui correspond à la France, à l'autorité des marchés financiers. Il y en a 14. Faites très attention, parce que des gens ont reçu des lettres disant, voilà, on va vous demander, vérifiez que cette entreprise-là est bien une licence où elle a le droit de faire, parce que c'est très dangereux, il faut des sécurités, sinon n'importe quelle information pourra être diffusée n'importe où et ça peut faire des agréments aux gens. Alors, un dernier point, mais important, c'est-à-dire nous allons parler de ces fameuses loteries pour l'achat d'appartements à tarif, on va dire, réduit. Vous dites que ceux qui ont réussi à acquérir un appartement de la sorte sont tombés dans un piège de la part du gouvernement, du ministère du Logement? Oui, c'était le titre dans la Calcalis, dans la presse cette semaine. Il disait la chose suivante. Piège. Pour ceux, justement, on parle d'abord de la loterie, vous savez sûrement le mot Mahir le Mishtaken au début. C'était il y a quelques années sous Carlon. Ils avaient donc donné aussi, c'était une sorte de loterie en disant le gouvernement et ceux qui ont les terrains prendront beaucoup moins d'argent. Et
Donc ils avaient fait ce plan-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 70 000 personnes qui ont gagné à cette loterie et 35 000 personnes qui ont eu finalement leur appartement après 7-8 ans. Maintenant, il y a des gens qui ont donc gagné à la loterie, qui ont signé un contrat pour avoir des appartements beaucoup moins chers, mais ces appartements ne sont toujours pas construits. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qu'on vous propose, c'est des appartements sur papier, des fois même moins que ça. Oui. Et il y a des fois des grands retards. Maintenant, il y a des gens qui se sont trouvés à devoir assumer des locations, et les machintas et des locations, et ne pas pouvoir acheter un autre appartement. Et qu'est-ce qu'ils voient que maintenant les appartements, les autres ont flambé. Et ils disent que ça leur fait comme 10 000 shekels de pertes par an. Et finalement, ils regardent que c'était pas quelque chose de bien d'avoir participé à cette loterie. Donc, méfiez-vous quand il va y avoir sans arrêt le gouvernement fait ça. Et moi, je dis, j'ai peur que c'est plutôt du gimmick plutôt que quelque chose qui est valable. Eh bien, on l'a bien compris, donc méfiez-vous aussi. Donc même là, lorsque il y a une possibilité d'avoir, en tout cas, on laisse miroiter qu'il est possible d'acheter un appartement moins cher, faites attention là aussi. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique. On vous retrouve bien entendu mercredi prochain. Passez une agréable fin de semaine, à la semaine prochaine.